L'erreur que 99% des personnes qui débutent en data science lorsqu'il s'agit de mettre en place un modèle d'apprentissage supervisé, c'est de croire que pour construire un modèle, il suffit de prendre une base de données, prendre un package sous Python, mélanger les deux et avoir un modèle efficace. Faire le machine learning, ça ne se passe pas comme ça. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça fait 1 an que je suis mentor chez Open Classroom et je vois beaucoup de débutants commettre la même erreur. Deuxième erreur qui arrive souvent, c'est de commencer par les modèles les plus complexes. Non. Commencez toujours par le modèle le plus simple, le modèle que vous comprenez avant d'augmenter la complexité. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer de étape par étape comment est-ce qu'on construit un modèle de régression linéaire en Python, quelles sont les différentes étapes, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir valider le modèle, comment est-ce qu'on vérifie les hypothèses de ce modèle. On a vu qu'il y a 6 hypothèses. Comment en Python on peut valider ces hypothèses. Je vous laisse avec le notebook et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Comme je le disais en introduction, nous allons voir ensemble comment implémenter une régression linéaire sur Python avec le package StatModel. On commence bien évidemment par importer les packages Panda, NumPy, Matplotlib, Linear Model, Model Selection et Matrix de Escalon. On commence par importer la base de données. On va travailler avec une base de données qui va permettre de prédire le prix des biens immobiliers à Boston, aux États-Unis. Et pour faire cette prédiction, là, j'exécute des codes, comme ça, vous voyez. Tac, tac. On commence toujours par regarder à peu près à quoi ressemble la base de données. Vous voyez, on a pas mal de caractéristiques, comme la date de construction du bâtiment, le prix du bâtiment. Ici, j'ai fait un data.info pour avoir l'ensemble des caractéristiques de la base de données. On voit que la plupart des colonnes, on a 506 observations. On peut dire a priori que toutes les colonnes sont remplies de la même manière. Les caractéristiques, on a principalement des floats et des integers dans la base de données. Lorsqu'on fait une régression linéaire, on travaille généralement sur des variables quantitatives, mais on peut introduire des variables qualitatives en faisant du one-hot encoding. Mais ici, on a la chance, on a des variables qui sont plutôt numériques. On va commencer par renommer les colonnes de la base de données pour avoir des variables qui sont compréhensibles en français. On va transformer par exemple crime en taux de criminalité, ZN en proportion de terrain résidentiel. Vous avez la bordure rivière. Est-ce que le logement est en bordure d'une rivière ou pas? Parce que ça peut impacter le prix du bien immobilier. On a la concentration en dioxyde d'azote. On a le nombre de pièces, l'année de construction. Est-ce que c'est construit avant 1940 ou pas? Est-ce que c'est accessible par autoroute? Donc, la valeur mètre logement, c'est la variable qu'on va chercher à prédire. C'est quoi? C'est la valeur médiane des maisons occupées par leurs propriétaires en milliers de dollars. Donc, c'est la variable d'intérêt. Et toutes les autres variables que j'ai mis ici avec la description seront nos variables explicatives. Comme je le répète tout le temps, la première étape, lorsqu'on a la base de données, on connaît nos colonnes, on connaît le nombre de lignes, on a à peu près ici 506. Il faut qu'on regarde, est-ce qu'on a des valeurs manquantes ou pas? Donc, commencez toujours par ça, on regarde les valeurs manquantes. Ici, on se rend compte qu'on a une base de données qui est assez jolie parce qu'on n'a aucune valeur manquante sur toutes les variables, aucune valeur manquante, donc pas de traitement de données nécessaire ici. Ça, c'est spécifiquement à cette base de données. Mais si vous en aviez, vous aurez d'abord dû identifier le type de valeur manquante. Est-ce que c'est MNAR, MCAR ou encore MAR? On a fait une vidéo qui s'affiche juste là pour parler de ce sujet. Une fois qu'on a terminé avec l'observation de la base de données, maintenant on va la décrire de façon globale. Donc, en Python, on a le describe qui nous permet d'avoir le nombre d'observations 506, la moyenne pour chaque variable, le taux de criminalité moyen. Oh, je n'ai pas relancé ceci pour renommer les colonnes. Tac, si je relance ceci, le describe, vous aurez les bons noms. Voilà. Le taux de criminalité moyen, vous avez ça ici. 3% à peu près en général dans la ville. Vous avez la proportion de terrain résidentiel, 11% en moyenne. Donc vous avez la moyenne sur l'ensemble des variables. La valeur expliquée est juste là. En moyenne, on est autour de 22 à peu près d'unités. Vous avez le maximum. Donc l'idée, une fois qu'on a ça, on va faire des distributions pour voir si on a des répartitions plutôt normales ou pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui sautent à l'œil, mais tel qu'on le voit comme ça. La variable qu'on souhaite prédire, elle se trouve juste là. Comme vous le voyez, c'est pas vraiment symétrique. Donc on ne peut pas voir si c'est une loi normale ou pas. Donc, première étape, on regarde à peu près les distributions. Au-delà des distributions, on analyse également les box plots pour voir si on a des valeurs aberrantes ou pas. Donc là, globalement, on voit bien, par exemple, sur le taux de criminalité, on a des taux de criminalité supérieurs à 20. Il y a des outliers ici. Après, peut-être c'est possible qu'il y ait dans des villes
des taux de criminalité à 80%. Peut-être c'est possible. Donc là, je ne vais pas le créditer parce que ça peut être possible. Proportion de terrain résidentiel, le maximum, c'est 100%. On n'a pas quelque chose au-delà de 100%, donc rien d'alarmant. Bon, proportion d'industrie, là, c'est à peu près bien reparti. Si on regarde, bon, bordure de rivière ou pas, c'est une variable dichotomique, donc c'est une variable qualitative, entre guillemets. Concentration en CO2, en azote, c'est à peu près bien. Nombre de pièces, on a les bâtiments qui ont plus de 9 pièces, bon, c'est possible d'en avoir. On a les bâtiments qui ont moins de 4, c'est possible, mais ce n'est pas négatif non plus. Donc, ça reste encore cohérent. Donc, comme vous le constatez, la plupart des valeurs sont plutôt cohérents, même si on a des valeurs qui sortent du lot. C'est possible d'avoir des bâtiments qui ont des caractéristiques un peu spéciales. Proportion de noirs dans la ville, là, vous avez la distribution. Voilà, la proportion des personnes qui ont des revenus inférieurs, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est autour de 35, 36. Donc, ça ne choque pas. Donc, on analyse les box plots pour voir si on a des valeurs extrêmes. Et jusqu'ici, je n'ai pas vu de valeurs qui sont extrêmes au sens de data quality, quoi. Donc, on va continuer comme ceci. Mais dans la pratique, il faut davantage approfondir. Une fois que c'est fait, prochaine étape, c'est comme vous le savez, on va analyser les corrélations qui existent entre les variables. L'une des hypothèses de la régression linéaire, c'est bien évidemment la linéarité des variables. C'est pour ça qu'ici, je fais le scatter plot entre les variables, c'est-à-dire le nuage de points, pour voir s'il y a une relation linéaire. A priori, les relations ne sont pas forcément linéaires, comme vous le constatez ici. Vous voyez, ça, c'est pas forcément linéaire. Ça, par exemple, ça peut s'apparenter à une relation linéaire entre le nombre de pièces et la valeur du logement. Plus le nombre de pièces est important, plus le prix du logement est également important. Donc ça, c'est assez cohérent, quoi. Mais il y a quand même quelques valeurs qui font exception, mais ça sera analysé plus tard. On fait la même analyse avec toutes les variables. En général, on n'a pas forcément une relation linéaire, donc je me doute bien que peut-être dans le modèle, ici par exemple, on a une relation qui est presque linéaire, plus la proportion des personnes qui ont des revenus inférieurs est importante, plus la valeur du logement est faible. Comme vous le voyez, c'est une relation plutôt négative. Donc ça semble être... On voit qu'il y a seulement 2 relations presque linéaires parmi toutes les variables. L'ensemble des variables, en général, ce n'est pas linéaire. Ensuite, on va faire la matrice de corrélation pour pouvoir voir quelles sont les liaisons qui existent entre les variables et identifier dans un premier temps les variables qui vont servir à construire le modèle. Donc, vous allez toujours commencer par nettoyer la base de données, analyser la distribution, détecter les valeurs manquantes, détecter les valeurs aberrantes et pour ensuite sélectionner les variables les plus pertinentes. À partir de sélection en régression linéaire, on commence toujours par faire la matrice de corrélation entre les variables qui nous permet déjà d'avoir d'entrée de jeu l'ensemble des variables qui sont très corrélées à notre variable d'intérêt. On va se concentrer sur cette colonne. Ici, vous voyez, il y a d'abord le pourcentage de personnes qui ont des revenus inférieurs qui est très coloré. Ici, on a moins 0,74 avec notre valeur d'intérieur, le prix du logement. C'est ce qu'on a vu sur le graphique. On a également le nombre de pièces. Vous voyez, les corrélations sont linéaires. C'est ce qu'on a vu sur le graphique précédent. Après, vous avez également le ratio élève-professeur qui est négativement relié à cette variable. Vous avez des variables qui sont fortement corrélées entre elles aussi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire attention, comme la concentration en azote et la proportion des terrains résidentiels. On voit qu'il y a une forte relation négative. Donc, il va falloir faire attention à ces 2 variables-là. Parce que dans le modèle, on ne veut pas avoir de multicollinéarité. Bon, là, j'ai fait quelques analyses pour essayer de voir quelles sont les variables qui ont une corrélation supérieure à 0,6. Nombre de pièces, proportion de personnes qui ont des revenus inférieurs ici. Est-ce qu'on a des valeurs qui sont inférieures? On n'en a pas malheureusement. Bon, malheureusement, heureusement, on ne sait pas. Là, c'est juste des corrélations. Quelles sont les corrélations qui sont fortes au-delà de 0,80%? On a par exemple l'accessibilité à l'autoroute et le taux d'impôt foncier qui sont très très corrélés. Donc peut-être si on a une dans le modèle, il ne faut pas qu'on ait les 2 en même temps. La première étape vous a permis de voir à quoi ressemble la base de données, quelles sont les relations qui existent entre les caractéristiques, est-ce qu'on a les données manquantes, est-ce qu'on a les données aberrantes, quelles sont les variables qui peuvent être fortement corrélées, quelles sont les variables potentielles qui peuvent expliquer le phénomène. Vous avez déjà une petite idée. Mais en général, en machine learning, lorsqu'on fait le modèle, l'apprentissage doit se faire sur une base indépendante. C'est la raison pour laquelle on doit faire un découpage train test pour pouvoir nous rassurer que le modèle se généralise bien, pas pour éviter l'overfitting, mais plutôt se rassurer que le modèle qu'on a construit se généralise bien. Donc ici, puisque je n'ai pas beaucoup de données, on va faire un train test split en mettant 20% base de test et 80% la base de train. Donc j'exécute ce code, comme ça vous avez train test. Et pareil, au niveau de la sélection de features, quelque chose d'important que j'aimerais partager avec vous. Dans la pratique, on fait la sélection de features uniquement sur la base de train. Donc, toutes les analyses que j'ai faites au global, on doit les refaire sur la base de train pour pouvoir avoir les variables. Donc, retenez bien que les analyses pour sélectionner les variables
toutes les analyses se font uniquement sur la base de Crane. Parce que si on fait la base de test, on n'a pas vraiment l'indépendance. C'est la raison pour laquelle, par la suite, pour sélectionner les variables, je travaille sur la base de Crane. Je fais un do strike pour voir la répartition. Je fais la même chose pour voir les distributions. Je fais des box plots pour voir les valeurs extrêmes, les valeurs aberrantes, comme vous le voyez ici. C'est ce qu'on a fait sur la base globale. Ensuite, j'analyse les relations entre les variables, la linéarité, avec les scatter plots. On aura toujours les mêmes deux relations linéaires entre le nombre de pièces de l'abattement et le prix, comme vous le voyez ici. Les deux relations qu'on avait sur la base globale, on l'a aussi ici, là. Ensuite, je fais la matrice de corrélation de Pearson, comme tout à l'heure. Et là, je vois que j'ai toujours les mêmes relations, en fait. Moins 0,74 et moins 0,71. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais lorsque vous travaillez, évitez de faire l'apprentissage sur la base globale, mais plutôt sur la base de train pour pouvoir choisir vos variables. Donc, je choisis. La prochaine étape, c'est de classer les variables en fonction des corrélations pour voir les variables qui sont les plus corrélées en termes de valeur absolue. Donc là, vous avez la valeur absolue de la corrélation, le nom de la variable. On voit que par exemple, les 5 variables les plus corrélées, c'est quoi? C'est proportion des populations inférieures, nombre de pièces de logement, ratio élève-professeur, proportion d'industrie, taux d'impôt foncier, concentration en NO2. Voilà les variables qui expliquent le mieux, du moins qui sont le plus liées à la variable d'intérêt. Là, on ne va pas faire plus d'analyse, mais sinon, pour pousser, il faut discuter, vérifier quelles sont les variables à prendre d'ici. Mais je vais prendre tout pour faire un premier modèle, juste pour voir comment ça fonctionne. Bon, là, on a sélectionné les variables. On peut faire plus d'analyse, mais ici, étant donné que c'est juste un exemple, on va faire le modèle avec toutes les variables. Donc, pour ça, on va travailler avec le package StatModels. Pourquoi StatModel? Parce que c'est un package qui est un peu comme R, parce qu'on va ici avoir la possibilité d'avoir la significativité des coefficients, la significativité globale du modèle, le R2, avoir les analyses sur les résidus, ce qui est facile avec ce package contrairement à Escalons. Pour entraîner le modèle ici, c'est sm.ols ordinal least square, c'est la méthode des moindres carrés ordinaires qu'on a vu dans la vidéo d'hier. Ici, je vais faire entraîner mon modèle avec les isQueen, qui est l'ensemble des variables. Je n'ai fait aucune sélection juste pour ce cas et j'ajoute la constante. En fonction de la problématique, ça peut être important de rajouter la constante. Mais dites-vous qu'en général, en régression linéaire, on met la constante si bien sûr le phénomène qu'on étudie le demande. Le fait d'avoir une constante dans le modèle nous permet d'interpréter le R carré comme le pouvoir explicatif de ce modèle. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir la constante. Après, si vous enlevez la constante et que votre vrai modèle devrait avoir la constante, vous pouvez avoir des coefficients qui sont biaisés. Donc, faites attention à la suppression de la constante. On ne la supprime pas par volonté. Tout dépend. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que le phénomène que j'étudie demande à avoir une constante? Si je n'ai pas de constante, attention, le R2 ne peut plus s'interpréter comme étant le pouvoir explicatif ou encore du modèle, tout simplement. Donc, ici, j'ai rajouté la constante, j'entraîne mon modèle et je vous donne le summary qui va donner en fait l'ensemble des coefficients de la base de données. Vous avez ici l'ensemble des variables. Vous avez les coefficients. Vous avez la p-valeur. Lorsque la p-valeur est inférieure à 0,05, on accepte que le coefficient est significatif pour expliquer le phénomène. Par exemple, ici, en général, la plupart des coefficients, sinon tous, sont significatifs au seuil de 10%. Et au seuil de 5%, l'année de construction également est significatif. Si on prend par exemple le taux de criminalité, le coefficient est négatif, ça veut dire que lorsque le taux de criminalité augmente dans une ville, le prix des biens immobiliers diminue. C'est quelque chose qui est cohérent. Si je prends par exemple la proportion des personnes qui sont résidentes, lorsque cette proportion augmente, le prix du loyer augmente également. Parce qu'ici, c'est positif et c'est significatif au sein de 10%. Je peux encore prendre quoi comme exemple la concentration en azote. Lorsque c'est élevé, le prix diminue. Il y a une relation négative avec ce coefficient. Donc, c'est comme ça qu'on interprète les coefficients de la régression linéaire. Vous pouvez faire la même chose accès à l'autoroute. Lorsqu'un bâtiment a accès à l'autoroute, ici, on a un coefficient positif. Donc, plus l'accès à l'autoroute est important, plus le prix est élevé. C'est à peu près cohérent aussi. Donc, la relation, elle est significative. Mais je mets quand même un warning. On interprète la significativité seulement si on a vérifié les hypothèses. On va vérifier ça ensemble. Donc, l'idée, c'est que vous voyez à peu près comment est-ce qu'on interprète les résultats. Maintenant, ici, on va voir ensemble la significativité globale du modèle. On a un modèle qui a un R de à 74%. Étant donné que j'ai rajouté la constante dans mon modèle, je peux interpréter le R2 comme le pouvoir explicatif du modèle. Ça veut dire que le modèle que je viens de construire explique à 74% la variabilité du phénomène, en fait. Donc, ce modèle explique 74% de la variabilité du prix des biens à Boston.
Là, c'est le R2 ajusté que j'ai interprété, mais sinon, le R2 ici, il a 75%, qui est pas mal. Et en plus, là, vous avez le test de Fisher de significativité globale du modèle. Est-ce que globalement, mon modèle est significatif? Ici, on a une p-valeur qui est inférieure à 0,05. Donc oui, le modèle est globalement significatif. Mais je mets encore un warning. Toutes ces interprétations antérieures, on doit les faire après avoir validé les hypothèses. On va regarder à peu près les prédictions sur la base de tests. Vous avez juste predict. On met la constante et la base de train. On ajoute la constante et la base de test pour avoir le R2, le MSE pour y faire un tableau. Là, j'affiche les différentes métriques. Vous avez vu, sur la base de train, on a R2 à 75%. Sur la base de test, on passe à 66%. MSE 21, 24. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas trop de surapprentissage parce que les performances sur la base de test sont également acceptables. Là, je fais le graphique pour voir les valeurs prédites en fonction des valeurs observées. Donc, Y-train, valeur prédite. Y-train, la valeur réelle. Donc, vous voyez, on est à peu près sur la droite. Si c'était des prédictions parfaites, tout devait être autour de cette droite. Donc, il y a parfois des erreurs de prédiction. Voilà. On a construit le modèle, on a essayé de voir à peu près c'est quoi le R2. On avait un R2 à 0,74, R2 ajusté. Maintenant, on va vérifier si les hypothèses du modèle sont vérifiées parce qu'un modèle est valide dans un contexte précis. En termes d'hypothèses en régression linéaire, on en avait 6. Première hypothèse, c'est la linéarité. On a déjà vu qu'en haut, il y avait pas mal de variables qui n'avaient pas forcément de relation linéaire. Donc, comme solution, ici, on ne va pas le faire, mais comme solution, ça peut être d'utiliser des transformations de variables. Deuxième hypothèse, c'est l'homocédasticité, c'est-à-dire la variance des erreurs doit être constante. Pour vérifier cela, on commence par l'analyse graphique entre les valeurs prédites et les résidus. Donc là, je vais exécuter ce code où j'ai fait le graphique entre les valeurs prédictions et les résidus. Pour avoir homocédacité vérifiée, on ne doit pas avoir de pattern précis. Bon, en général, ici, si je fais fi des points qui sont juste là, il n'y a pas de pattern précis qui ressort de cette analyse. Donc, je peux dire que l'homocédasticité est vérifiée d'un point de vue visuel. Et pour info, en général, avec les tests, l'homocédasticité ne passe pas souvent. C'est la raison pour laquelle on va rester sur les tests. Là, j'ai fait le test de Bosch-Pangam, mais bien sûr qui ne va pas passer. Vous avez une p-valeur à 0, ça ne passe pas. En général, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on se concentre uniquement sur l'analyse graphique. S'il n'y a pas de pattern particulier, comme une forme où ça monte, ou bien encore un W, vous pouvez valider l'homocédasticité. Prochaine hypothèse qui est super importante, c'est la multicollinéarité. Il ne faut pas que dans votre modèle, des variables soient des combinaisons linéaires des autres, ou bien il y a de fortes relations entre des variables. Pour ça, on calcule le VIF qui doit être inférieur à 5 ou 10 en fonction du niveau d'exercice. En fonction du niveau de tolérance. Le VIF, c'est quoi? C'est tout simplement 1 divisé par 1 moins le R2. Le R2, c'est le pouvoir explicatif du modèle entre une variable d'intérêt et toutes les autres variables. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Normalement, dans ce modèle, vous avez déjà outlier influence qui vous donne déjà le VIF. Donc, c'est ça que je vais utiliser ici. On a le VIF de l'ensemble des variables. Vous voyez bien qu'ici, on a les VIF qui sont beaucoup plus élevés que 10. Donc, vous savez qu'il y a multicollinéarité dans mon modèle. Il faut que je sélectionne des variables pour éviter d'avoir cela. Par exemple, voir bordure rivière, on a 1, ça va, on peut conserver. Proportion des terrains résidentiels, 3, on peut garder. Taux de criminalité, 1, c'est bon. Mais par contre, le reste, il va falloir faire un ménage. J'ai essayé de l'analyser, j'ai regardé l'ensemble des variables qui pouvaient être pertinentes. Et j'ai trouvé ces variables-ci. Bon, je l'ai déjà fait. Je vous montre, je vais réexécuter le modèle avec des variables réduites. Je regarde à nouveau le R2 de ce modèle. On a un nouveau modèle réduit avec un R2 de 0,67. Avant, on était à 0,75. Donc, on perd à peu près 9 points. C'est quand même pas négligeable. Tac. Et maintenant, quand je regarde le VIF du nouveau modèle construit, vous voyez bien que il n'y a plus de multicollinéarité parce que j'ai enlevé des variables. J'en ai conservé uniquement 1, 2, 3, 4, 5 variables. Là-bas, j'avais 12. Il faut bien faire ce travail de sélection de variables parce que sinon, à la fin, vous avez multicollinéarité et votre modèle n'est plus interprétable. C'est la raison pour laquelle je dis on interprète les résultats seulement lorsqu'on a validé les hypothèses. Donc voilà, en dehors de la multicollinéarité, vous avez également la normalité qui va vous permettre de vérifier que les tests que vous avez utilisés sont les bons. On va vérifier la normalité déjà avec l'histogramme, comme vous le connaissez déjà. Et ensuite, on va le faire également. Vous voyez bien ici l'histogramme. Bon, c'est pas vraiment symétrique parce qu'ici, la description ici ne ressemble pas à la description là. C'est pas vraiment centre. Bon, quoique, ça peut être centré autour de la moyenne. On va regarder cela avec un QQ-plot aussi. En général, vous voyez ici, ça s'écarte de la symétrie là. Donc, on ne peut pas accepter la normalité.
prochaine étape, c'est de faire des tests. On va faire Anderson, Daly, Shapiro, Wilk et Kolmogorov, Smirnov. Vous voyez bien que les p-valeurs sont inférieures à 0,05. Donc, on rejette l'hypothèse nulle. La normalité n'est pas vérifiée. Ça se voit même déjà sur ce QQ-plot. On a fait la normalité. Bon, c'est pas... Après la normalité, on peut utiliser la loi forte des grands nombres pour la vérifier. Mais bon, juste pour vous montrer comment vous le faites. Une fois que c'est fait, on vérifie l'autocorrélation. En fait, en général, l'autocorrélation, quand on ne travaille pas sur les séries temporelles, en général, ce n'est pas nécessaire de vérifier parce que, par définition, le processus fait en sorte qu'on ne peut pas avoir autocorrélation. Donc, mais je l'ai quand même mis ici pour que vous voyez les tests qu'on peut mettre en place, comme le test de Dubin-Watson, ici, qui a une statistique supérieure à 2. La dernière hypothèse, c'est l'espérance des erreurs qui doit être nulle. Ça, par construction des OLS, des MCO, c'est déjà validé. Si je calcule la moyenne des résidus, vous allez voir qu'on sera autour de 0, vous avez moins 1,41 fois 10 puissance moins 4. C'est pratiquement égal à 0. Donc, pour résumer, on fait le modèle en divisant train test. On se rassure qu'on fait la sélection uniquement sur la base de train. Ensuite, on choisit des variables. On entraîne le modèle. On vérifie d'abord les hypothèses. La multicollinéarité, l'homoscédasticité, l'autocorrélation, la normalité, la multicollinéarité. Une fois que les hypothèses sont validées, maintenant, on peut interpréter le modèle. Si les hypothèses ne sont pas validées, on doit faire des ajustements qu'on verra dans la vidéo de demain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez vu étape par étape comment est-ce qu'on peut mettre en place une régression linéaire sous Python avec StatModel. Vous avez vu les réflexions qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser. C'est pas un processus simple, c'est un processus qui demande beaucoup de rigueur. Et là, je vous ai donné à peu près une ébauche. Mais il faut continuer en fait. Déjà, améliorer le modèle en sélectionnant des variables qui sont pertinentes, discuter avec les métiers pour pouvoir voir si d'un point de vue théorique, les variables qu'on a choisies sont bien celles qui expliquent le prix des biens immobiliers. Essayez de voir si vous ne pouvez pas transformer des variables pour avoir des modèles plus performants. On ne peut pas savoir à l'avance quelle transformation marche. C'est toujours du test. Vous pouvez également créer les outliers. On verra ça dans la vidéo de demain. Pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo, j'ai une question. Selon vous, quel est l'impact de la suppression de la constante dans un modèle de régression linéaire? Est-ce qu'on peut toujours supprimer la constante? Donnez vos réponses en commentaire, ça peut aider les autres. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire. Si vous souhaitez avoir étape par étape les 4 questions à se poser lorsqu'on veut faire n'importe quel modèle d'apprentissage supervisé, regardez cette vidéo et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!